L'éducation est l'âme la plus sensible que vous pouvez utiliser pour détruire le monde ou alors pour changer le monde, disait à son époque le père de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela. Mais avant d'aller à la conquête du monde, arrêtons-nous ce jour sur le cas spécifique de l'Afrique. Une Afrique dont le système éducatif fait toujours parler de lui. Le système éducatif en Afrique est caractérisé aujourd'hui par quelques mots. On parle d'un système inadapté, on parle d'un système qui est gangrené par les joutes coloniales, on parle surtout d'un système qui aujourd'hui ne répond à aucune demande aux enjeux du développement de l'Afrique. Face à de tels mots, aux grands mots, les grands remèdes, l'une des thérapies qui est proposée aujourd'hui, sur lesquelles beaucoup d'experts s'accordent, c'est la nécessaire refondation. Parlant justement de refondation du système éducatif en Afrique, c'est quoi la bonne thérapie? Mais surtout, ces refondations ne cachent-elles pas l'échec cuisant du système éducatif actuel? Ce sera là la principale thématique de votre émission Fait Majeur de ce jour. Mesdames, bonjour, monsieur, bienvenue. Fait Majeur vous ouvre ses portes. Dernière livraison de la semaine. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux en direct de la 96.3. C'est la fréquence qui sert les intérêts du continent noir. On vous sait toujours aussi connecté sur Facebook. On vous sait également en direct de votre petit écran. La télévision, c'est For You Média Africa. L'émission, c'est Fait Majeur chaque jour lorsqu'il est 16, entre 16h et 17h, de lundi à vendredi. Notre credo est resté le même: enquêter, informer et débattre. Parlant justement de débat, ils sont confortablement installés. André Blaise est résistant, mais également panafricaniste. André Blaise Sama, bonjour et bienvenue. Un peu comme on dit en langue Yemba, je salue Nasomdita, comme on dit en langue Douala également. Et nous sommes obligés de décoloniser tout ce qu'il y a comme langue pour un système qui se veut éducateur. Déjà, quand on est arrivé du côté de Bonamou Sadi, pour ceux qui partent là-bas, ils voient une petite statue de Sarah Etongue. Bon, on va peut-être dire que ça commence à venir, mais il faut bien qu'on sache exactement si Sarah Etongue peut inspirer toutes les jeunes filles à courir, comme on est en train de parler du marathon international dans la ville de Douala. Nous encourageons que les mairies offrent des vrais monuments à la hauteur des ambitions de la jeune africaine, plutôt que d'avoir des petits trucs réduits où on ne peut même pas voir. Mais en tout cas, comme c'est un fait majeur, c'est une émission où on veut voir certaines choses être majorées. J'ai voulu bien sûr majorer Sarah Etongue et lui dire félicitations. Elle qui a plusieurs fois remporté le prix du monde de l'ascension, les prix Guinness. Elle mérite vraiment d'être mise en avant pour que les jeunes filles continuent ce sport de l'athlétisme. Merci de m'avoir invité. Mohamed Change, merci d'être présent pour cette émission. Merci infiniment à vous, André Blaise, résistant panafricaniste qu'on ne présente plus sur les antennes de For You Média Africa et même au sein du continent noir. Évidemment, on a une pensée pour Sarah Etongue, la reine des montagnes. Elle mérite un fait majeur. On s'y penchera le moment venu. Lui aussi, il a répondu présent. Il est toujours là lorsqu'on convoque les intérêts de l'Afrique. C'est un visage qui commence à vous être familier. Luc Biga est journaliste spécialisé des questions panafricanistes. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mohamed Change, bonjour à Blaise Sama, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à nos auditeurs, bonjour à nos internautes. J'espère que je vais apporter ma contribution, notamment quand on parle d'éducation, cette thématique est bien parlante. Je regarde le cas du Cameroun qui aujourd'hui, dans tous les lycées, il n'y a qu'un seul lycée qui porte le nom de quelqu'un qui a œuvré quelque part, le lycée Mongo Joseph. Tous les autres lycées du Cameroun portent des noms de la localité, ce qui est d'ailleurs très curieux également. Donc l'action qui a été menée vers Sarah Etongue, c'est une parmi tant d'autres. Il y a le monument érigé pour Bapélepé, qui est déjà quelque chose à saluer, bien qu'il y ait eu des modifications et des remodifications. Enfin, on est arrivé à avoir quelque chose d'assez digeste qui reflète également ce que la personne est. Vivement que ces actions soit de plus en plus pérennisé, parce que c'est de là que va l'éducation de notre pays, qui passe par le fait que cette transmission, que les aînés que nous avons
ou que nous sommes doivent léguer aux autres qui viendront après nous. En tout cas, vos plaidoiries sont passées, messieurs. On gouverne aussi avec les symboles. Je pense que les autorités ont saisi ces différentes griefs, mais surtout ont appris, sont conscients de ce que des efforts ont été faits. Vos rubriques sont également restées intactes. Le cahier d'histoire est resté une exclusivité d'Alida Kouetchou qui allait fouiller dans la question du système éducatif tel qu'a été importé depuis l'Occident, mais surtout comment elle a eu du mal à s'adapter aux réalités africaines. Cahier d'histoire. En raison du développement parcimonieux de l'enseignement colonial, de la stagnation économique, sociale et culturelle des populations africaines, entretenues par le régime de la domination politique et d'exploitation économique du colonialisme, l'éducation africaine, telle qu'elle a existé dans l'Afrique noire précoloniale, a survécu dans l'essentiel et s'est transmise jusqu'à nos jours. Un héritage abondamment décrit par différents historiens, ethnologues, sociologues, étrangers ou effleurés par des rares spécialistes africains. Et pourtant, dans toutes les régions et zones géographiques, certains indicateurs permettent d'apprécier l'éducation traditionnelle en Afrique noire. On peut citer la grande importance qui lui est accordée et son caractère collectif et social, son lien intime avec la vie sociale sur le double plan matériel et spirituel, son caractère polyvalent aussi bien en ce qui concerne les objectifs visés que les moyens employés. Vu de cet angle, l'éducation est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement et un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, élever le niveau de santé, promouvoir l'égalité entre les sexes, faire progresser la paix et la stabilité. Cependant, beaucoup postulent en faveur d'une transformation du système éducatif en Afrique. Transformer l'éducation sous-entend qu'on procure aux apprenants des connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes. C'est sans doute ce qui confère à l'éducation les qualités d'une arme. À ce titre, Mandela déclarait, et je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. » Mais avant de conquérir le monde, revenons au continent noir pour se demander pourquoi l'histoire, la véritable, n'est toujours pas enseignée. Pourquoi l'institutionnalisation des langues nationales dans les États relève encore de l'inédit. Quand on sait les rapports étroits existants entre l'éducation et le développement, on se demande ce que l'Afrique attend pour bâtir une éducation inspirée de son histoire, de ses valeurs et surtout sa riche diversité économique et culturelle. Autant de questions pertinentes qui nécessitent aujourd'hui d'être scrutées avec grand intérêt pour permettre à l'Afrique de se repenser. Cela passe par bâtir une éducation utile, adaptée à ses réalités et pouvant lui permettre de répondre aux enjeux du sous-développement. Merci infiniment à l'incorrigible Alida Kouetchou, c'est l'historienne attitrée de l'émission Fait majeur. André Blaise, vous avez écouté le cahier d'histoire tel que majestueusement dressé par Alida Kouetchou. Première question d'entrée de cette émission. Comment est-ce que vous appréciez le système éducatif actuel en Afrique? Il n'est pas très bon. Il n'est pas bon. Il n'est même pas bon. En réalité, tout commence par la prise de conscience. Sans prise de conscience, un enfant ne peut pas avancer. Il ne peut pas se développer. Nous, en Afrique, nous avons une grande quantité d'enfants qui ne prennent même pas conscience de ce que le monde a comme compétitivité. Parce qu'il y a la compétitivité. Voyez-vous, les parents envoient l'enfant à l'école, mais l'enfant parfois revient avec des cahiers qui sont détruits, le sac est gâté. Pourquoi? Parce que peut-être le parent n'a pas encore transmis à l'enfant qu'il y a énormément de souffrance dans sa journée pour qu'il se retrouve en train de mépriser ses efforts. Or, quand vous aimez vos parents, vous ne pouvez pas manquer de respect à leurs efforts. Raison pour laquelle, comment nous, en Afrique, nous sommes continuellement en train d'oublier ce que nos pères fondateurs ont eu à faire. Je prends l'exemple. Nous sommes en train de parler du Cameroun, berceau de nos ancêtres. Mais que nous retrouvions avec des bourreaux sur nos espaces publics comme nom de rue, comme nom de lycée, comme
tout ce qui a comme place publique, que les honneurs soient attribués à ceux qui nous ont toujours fait du mal, que les lycées portent les noms de ces négrophobes. Vous savez très bien ce que signifie un négrophobe. C'est quelqu'un qui n'avait pas du respect pour la dignité humaine. Pour lui, c'est un leucoderme qui doit être suffisamment respecté parce que c'est lui qui est le savant, le Dieu savant. Il est à côté de Dieu. Bref, plusieurs Africains même continuent de déprécier le fait d'avoir une peau qui soit, comme Cheikh Anta Diop a si bien décrit, la première peau de l'humanité. Puisque si on regarde les travaux de Cheikh Anta Diop, on se rend compte que la civilisation est née en Afrique. Et ce n'est pas nous qui devons être civilisés, c'est plutôt ceux qui sont partis pour aller se battre parce que la neige était en train de les déranger et tout. C'est eux que nous devons civiliser. L'homosexualité n'existe pas en Afrique. En réalité, il faut voir, quand Corona même est venu, et on n'a pas beaucoup tué. Donc pour moi, je pense que nous avons un travail de mettre l'Africain au centre des préoccupations dans l'éducation, de faire en sorte qu'il se rende compte qu'il n'est pas en train d'être éduqué contre lui, mais avec toutes les bénédictions qui peuvent naître de l'esprit et de l'âme de ceux qui ont œuvré pour qu'il soit aujourd'hui encore en train d'exister, parce que nous ne serions plus en train d'exister si nos parents n'avaient pas été téméraires. Oumiobe, Ernest Ouandé, Félix Oumier, si on remonte Douala Mangabel, et avant même eux, d'autres grands hommes qui ont été des des pharaons du côté de l'Égypte. Vous connaissez très bien ce que l'Égypte nous a légué comme civilisation et comme les tombes des grands pharaons. Ça signifie qu'en réalité, nous devons être des leaders en matière d'éducation, mais malheureusement l'Afrique peine parce que nous n'avons pas encore suffisamment renettoyé le logiciel colonial. Il faut adapter le logiciel aujourd'hui et faire sortir tout ce qui a été imposé par le colon. C'est vrai qu'André Blaise insiste beaucoup sur l'aspect, la dimension symbolique de la façon dont l'éducation doit être présentée aujourd'hui aux Africains. Mais on va rentrer dans le contenu, Luc Biga. Vous qui êtes par ailleurs enseignant, dans le contenu, qu'est-ce qui fâche dans le système éducatif en Afrique? Moi, je me permettez qu'avant que je réponde à votre question, qu'on fasse un peu un distinguo entre deux concepts. Allez-y. Le premier, c'est l'éducation, le deuxième, c'est l'instruction. Puisqu'on parle d'éducation ici, l'éducation, c'est ce qu'on est avec, c'est ce qu'on nous transmet de génération en génération. Ça n'a rien à voir avec les connaissances directes. D'autant plus que quand on entre dans notre contexte africain, on n'a jamais eu l'école qui est conventionnelle. Pourtant, on a eu la meilleure école parce que notre sagesse est transmise de génération en génération. Et elle était purement orale. Maintenant, quand on vient... Parce que l'éducation, c'est éducar. C'est quelque chose que, par l'observation, par le fait des expériences que j'ai eues dans la vie, je les partage, et ainsi de suite. L'environnement, comment est-ce que nos parents cultivaient, comment est-ce que ils construisaient leur maison bien éduquée. Ça fait partie de l'éducation. La politesse, la bienséance et contrôle. Mais quand on parle d'instruction, c'est quelque chose de codifié. Comment est-ce que je fais pour savoir que 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 valent 4, ainsi de suite. Le théorème de Pythagore et tout ça, c'est l'instruction. C'est des choses qui sont codifiées pour nous conduire quelque part. Maintenant, maintenant. Quand on parle d'éducation en Afrique, c'est quoi quand on parle d'instruction? Qui est-ce qui finance? C'est l'éducation qu'on finance, c'est l'instruction qu'on finance. Je veux bien que l'on se comprenne en fait. C'est l'instruction qu'on finance. Finalement. Parce que comme disait Blaise Sama, je le rejoins un peu, en termes d'éducation, c'est nous qui avions toujours éduqué le monde. Nous avons éduqué le monde par notre façon d'être. Nous avons éduqué le monde par notre façon d'être. D'autant plus que nous avons accueilli. Et ils nous ont fait ça à l'envers. Je reviens maintenant à votre... Le système éducatif en lui-même, si je plante de manière holistique, il est purement extraverti. Il est purement entré vers l'extérieur parce que on n'apprend plus rien de chez nous. Quand je prends les manuels, que ce soit du primaire, de la pré-maternelle, de la maternelle jusqu'au niveau du secondaire, arrivé en terminale, franchement, c'est de 1/10 de ce que l'on apprend, qu'on devait apprendre, qui nous servira demain en fait. Parce que le système qui est adapté, il est adapté pour nous permettre de penser comme les autres, pas de penser comme l'Afrique. N'est-ce pas? Donc, dans ce premier cas-là, le problème se pose à quel niveau? Le problème se pose au niveau où les mentalités ne sont pas les mentalités africaines, ce sont les mentalités occidentales, parce que le système qui est financé par ceux qui veulent bien qu'on pense comme eux. Je prends le cas de l'UNESCO. Qui finance l'UNESCO? Qui paye des sites. Qui paye des sites, c'est normal. C'est normal. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a une pensée africaine qui est en train de renaître. Et ils ont tout fait de faire en sorte que cette pensée africaine n'existe pas et qu'elle commence à mourir de génération en génération. Avec des nouveaux paradigmes qui sont faits entrer, mondialisation et bien d'autres, on est encore plus perdu. Parce que dans cette mouvance, c'est celui qui a
qui parle plus parce qu'il a autant de médias, qui éduque, et forcément c'est sa pensée qui entre en ligne de compte. Je prends le cas du Cameroun, par exemple. On a 2 sous-systèmes. Le système francophone et le système anglophone, entre guillemets, ce que je ne partage pas dans le fond. Donc on devait avoir un grand système, qui est celui de l'intégration et de la formation de l'homme intégral. Et c'est justement le problème, Luc Biga, aujourd'hui en Afrique. C'est pas cette question de ce dualisme qui parfois est imposé entre francophonie, anglophonie et parfois, on dira peut-être bientôt, russophonie aussi, la Chine, l'Espagne et tout ça. Est-ce que le problème, c'est pas aujourd'hui cette absence d'un système éducatif qui puisse caractériser et répondre aux besoins de l'Afrique aujourd'hui? Le système, c'est quoi en fait? Il faut former. L'éducation et l'instruction ont pour rôle fondamental de pouvoir élever l'homme. Si on reste dans le volet de l'instruction, précisément. Voilà, si on reste dans le volet de l'instruction, en fait, qu'est-ce qu'on nous enseigne à l'école? Les géographies que nous avons appris à l'école, c'est pour nous enseigner à faire quoi? On avait au moins 15 matières. Qu'est-ce qu'elles nous servent à faire? Prenez par exemple, je donne un exemple. Le modèle allemand, il est différent de tous les autres modèles en Europe, en Occident. C'est-à-dire que de classe 1, ou je ne peux pas du primaire, jusqu'au secondaire, vous avez une seule matière que vous développez jusqu'à être des spécialistes. Chez nous, sur le système purement francophone, pour employer les termes d'André Blaise, francophilie, c'est qu'on vous fait un bourre-tout, et c'est à la fin qu'on vous demande de vous spécialiser 14 ans après. C'est une grosse folie. C'est une perte de temps. Or, le même système qui a utilisé chez nos frères anglo-saxons pour parler à côté du Nigeria qui est près de nous, vous allez voir que si j'entre pour faire mathématiques à 6e, je sors approfondi en terminale, donc je suis plus performant. Je prends encore un autre exemple. Je prends 2 élèves, un qui entre en classe de 6e et l'autre qui entre en classe de technique, première année, et l'autre qui est en 6e. Quand l'autre sort à la bac, je prends celui qui a fait métier bois. Quand il sort en terminale, il a déjà fait même les petits jobs qui font en sorte qu'il est plus compétitif et plus opérationnel que celui qui est arrivé. Je prends purement l'exemple que je maîtrise le plus, qui est sur le système francophone. C'est un système qui a montré ses limites et ses failles, parce qu'il ne nous aide pas davantage. Très bien. On ne développe pas un pays avec des technocrates qui sont bac plus 80, c'est un thème que j'aime utiliser, bien qu'il soit un néologisme, en fait. Qu'est-ce qui nous a appris aujourd'hui? C'est que on est en train de former des réciteurs. On est en train de former des personnes qui sont bonnes pour l'agora. Mais qu'est-ce que je fais avec un master en économie? Qu'est-ce que je fais avec avec je veux dire quoi? Avec mon bac IH, avec mon bac métier bois, avec mon bac en mécanique, avec mon bois en mécanique. Et une formation que j'entreprends, je suis plus opérationnel et plus continu pour construire mon pays, en fait. Très bien. Avant de venir à la construction du pays, André Blaise, est-ce que le problème aujourd'hui aussi, c'est pas le fait que au niveau des pays africains, au niveau du système d'éducation ou bien d'instruction en Afrique, on se rend compte qu'on est parfois formé pour rien. Les gens finissent de se former, mais lorsqu'ils se retrouvent dans la vie de tous les jours, on a l'impression qu'il y a comme un déphasage entre la formation qu'ils ont reçue dans les différentes écoles et ce qu'ils trouvent sur le terrain. Vous avez touché là où il fallait toucher depuis, puisque qui sommes-nous? Depuis les époques d'indépendance, nous n'avons jamais fait état de qui nous sommes. Regardez les constitutions en Afrique. Nos constitutions sont écrites par des bourreaux. Ce sont eux qui viennent nous dire qui nous sommes. Pourquoi avons-nous un Français qui fait... je crois que tout le monde connaît son nom. C'est lui qui a même signé le décret en France pour la création de l'État. De l'État camerounais. C'est-à-dire que les Français se sont retrouvés parce que la SDN, les Nations Unies, ce système néocolonial impérialiste, ce système de domination, parce que c'est dans ce système que nous naissons et que nos intelligences sont diluées pour pouvoir nous conformer à ce que eux ils souhaitent. Ils souhaitent quoi? Ils souhaitent que nous soyons juste leur comptoir. Leur comptoir, ils viennent s'approvisionner pour prendre et la main d'œuvre et les matières premières. Et il faut donc que nous, en Afrique, nous mettions rapidement, nous ressaisissions pour rapidement dire ah non,
Même le chemin de fer ne doit pas seulement prendre les matières premières pour aller directement par le rail pour que ça sorte dans le bateau. Nous avons besoin de vivre avec le rail. En Afrique, on n'a pas de rail pratiquement pour permettre à ce que les populations se meuvent. Ça veut dire que notre logiciel précolonial, pour ne pas dire avant que nous ne soyons en pleine conscience, que nous avons à bâtir, à écrire notre propre matière, nos propres intelligences doivent être mouillées à ce que nous-mêmes nous espérons de notre univers. Qu'est-ce que nous voulons de la ville de Douala, par exemple, ou du Cameroun? Qu'il soit dans quelques années un pôle de convergence des leaders, dans quel domaine, c'est nous qui devons définir. C'est pas eux qui doivent définir. Comme ils sont en train de parler actuellement de l'environnement, de la pollution, pourquoi c'est nous qui sommes toujours en train d'être en arrière? Pourtant, nous ne sommes pas les grands pollueurs. Nous ne polluons pas du tout. Et c'est eux qui polluent, puisqu'ils sont obligés dans l'industrialisation de liquider plusieurs de leurs produits qu'ils ont fabriqués là-bas, ici chez nous en Afrique. Et nous, parfois, on se retrouve en train d'être des mauvais exemples de récupération avec les brocantes et autres, ce qui n'est pas bon. Donc, en réalité, vous venez de poser un vrai problème. Qui élabore le document d'éducation des Africains? Est-ce que ce sont les Africains? Si ce ne sont pas nous, alors forcément c'est contre nous. C'est contre nous. Luc Biga qui élabore ce système d'instruction aujourd'hui qu'on réverse en Afrique. Pourquoi je vais à l'école? Je me pose la question. C'est là où je vais prendre le fameux livre de Tchekamidou Khan qui parle des aventures ambiguës avec Samba Diallo et la Grande Royale, que lorsque on avait découvert que l'homme blanc est venu prendre ce qui leur appartenait sans droit, sans raison. Le conseil s'est réuni et ils ont dit que les enfants ne pouvaient pas se déplacer. Il y a la dame, la Grande Royale, qui dit au chef dans la soirée, lui dit: permettons à nos enfants d'apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. Et c'est là où l'école est partie. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Comment quelqu'un réussit à te berner avec ce que tu as? Comment quelqu'un réussit à t'imposer à faire quelque chose que tu ne veux pas? C'est pour cela qu'on va à l'école. Mais maintenant, quand on regarde ce paradigme des années 60 à aujourd'hui, voire des années 50 avant, avec la période de colonisation, les mentalités ont changé au fur et à mesure. Dans les années 40-45, on a vu que le blanc était mortel. On a vu que l'Occident avait besoin de nous. Parce qu'il y avait le mythe du blanc, il faut le rappeler. On les a aidés. Et ils nous ont tenu un discours qui était tel qu'on n'était pas des hommes. Pour les Africains, celui de l'Afrique subsaharienne n'était pas des hommes, on était des sous-hommes, on était des singes. Le mouvement africain est né avec présence africaine, la négritude et bien d'autres. On a vu des penseurs qui ont été à leur école, qui sont venus nous dire, c'est ça justement la grande ambiguïté de cette aventure ambiguë. C'est que je vais apprendre ce que je ne connais pas. Et maintenant, nos frères devaient faire le schéma inverse. N'est-ce pas? Ce qu'ils ont vu, pour parler du mythe de la caverne, quand on a vu, on rentre leur dire que voilà ce qui se passe. Et c'est le bienfait aujourd'hui quand nous sommes allés à leur école. En fait, ils pensaient nous faire du mal. Aujourd'hui, on a compris que l'école telle qu'on nous l'enseigne aujourd'hui n'est pas à notre avantage. Maintenant, il faut qu'il y ait des manuels scolaires adaptés. Je veux bien qu'on nous enseigne la Deuxième Guerre mondiale, mais il faudrait que la Deuxième Guerre mondiale disent ce que l'Africain a fait pour eux. Vous comprenez? Quand on parle par exemple de lutte d'indépendance, qu'on nous dise effectivement, parce que les livres sont là. Et qu'il faut même rappeler que ce n'est pas la guerre mondiale, c'était la guerre tribale occidentale. Merci beaucoup. Puisqu'il faut bien comprendre que nous n'avions aucune guerre. Blaise, pour t'aider, ils veulent également nous blanchir dans la guerre ukrainienne, qui est une guerre également de frères. Au point où Emmanuel Macron vient demander à un chef d'État souverain: qu'est-ce que vous avez à faire avec la Russie? En réalité, vous avez très bien compris, il faut qu'on casse ça. Exactement. Je veux bien connaître l'histoire de Napoléon, que je ne refuse pas, ça va de ma culture. Mais je voudrais savoir davantage ce que Madola a fait. Je voudrais davantage savoir comment est-ce que nos parents vivaient en forêt. Il faut bien que je le sache aujourd'hui. Change, est-ce que tu es capable de vivre en forêt pour 24 heures? Tu auras peur. C'est pas certain. Ce n'est pas peur. Oh, pourtant, c'est si beau, parce que moi, je suis descendant de Pygmée. Je suis allé faire l'Onkundi, entre guillemets. C'est une expédition pendant la période des camps de vacances. Ils vont en forêt tous. Ils quittent la civilisation, ils vont carrément en forêt. Restent pendant 1 à 2 mois. C'est que c'est la grande chasse et autres là. Et puis, j'ai vécu pendant 1 semaine. Je vous dis, c'est fascinant.
c'est quelque chose qui c'est unique qu'il faut vivre en fait. Donc selon vous, c'est des expériences qu'on doit aujourd'hui remettre dans des livres, dans les manuels scolaires et enseigner aux jeunes Africains. Bien sûr, bien évidemment. Est-ce que vous saviez que à l'époque, quand on était au lycée, on faisait des correspondances, des associations de jumelage et autres. Vous savez que les Français, dans les années 98, quand on était au lycée, et quand je rentrais au lycée, ils parlaient de l'Afrique, ils parlaient de l'Afrique comme un pays. J'étais scandalisé. Ils parlent qu'ils veulent voir ces jeunes Français de l'école de Metz, de Corneille, Corneille, ils nous disaient qu'ils veulent bien visiter ce beau pays, l'Afrique. Moi, j'étais scandalisé. On leur dit que l'Afrique est un pays. Et que chez nous, c'est que l'Afrique, c'est un continent. C'est très grave quand même ce que nous révèle là, Luc Biga. Comment est-ce qu'on fait pour rester indifférent, André Blaise? On a comme l'impression, lorsque on s'approprie un peu le système éducatif dans les différents pays africains, que les Africains semblent un peu, on ne dira pas se contenter, mais se plaire du fait que l'Afrique soit justement présentée aux autres comme un seul pays. Il y a eu un travail qui a été fait si bien. Le système a été bien huilé pour faire croire à l'Africain qu'il n'est pas encore entré dans l'histoire, qu'il n'est même pas dans l'histoire. Et vous savez très bien que Nicolas Sarkozy arrive au Sénégal et le dit. C'était très bien élaboré leur stratégie. Il fallait d'abord brûler tous les musées, casser toutes les traditions, aller entreprendre pour fonder nos spiritualités. Il fallait, bref, la théorie ils ont appelé ça la terre brûlée. Exactement, c'était la théorie de la terre brûlée. Ils viennent, ils brûlent tout ce que vous avez à Alexandrie. On va rappeler quand même que rien à voir avec celle de Samori Touré. Oui. On parlait justement de Samori Touré. Oui. Je parle de la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, parce qu'il faut rendre hommage à Kalala Moutoundé, un très grand penseur Nyoseri qui nous a quittés encore l'année passée, parce que dans sa vision, l'ère du Verseau qui est arrivée prouve que l'Africain, les opprimés, comme ce qu'on a vu au Niger qui s'est libéré, avec l'aide du Mali, avec plusieurs autres peuples africains qui comme sont... le Burkina aussi. Bien sûr, avec tous ceux qui se mettent ensemble. Et nous espérons que même ici au Cameroun, les opprimés, je rends hommage à tous ceux qui viennent de sortir de prison ce jour. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui sont sortis de prison après avoir fait 3 ans. La résistance, pour ne pas dire la résilience, appartiendra à ceux qui auront compris qu'ils peuvent recevoir des coups, suffisamment être résilients et surtout reprendre la tête. Parce que plusieurs parmi nous, on reconnaît encore l'histoire de Kunta Kinte, à qui on disait qu'il s'appelle Toby. Et il fallait résister pour lui, pour dire non, moi je m'appelle pas Toby, je m'appelle Kunta Kinte. Et il fallait bien sûr que lui-même accepte que celui qui le tient pour l'instant, ou bien en train de manipuler sa vie, veut à tout prix le dominer. Et c'est cette guerre de résistance que nous sommes continuellement en train de mener. Mohamed Chang, nous avons effectivement participé nous-mêmes. N'oublions pas, plusieurs de nos dirigeants en ce moment continuent à jouer le jeu. Bien sûr, on a interdit Canal Plus L. Ce média continue d'émettre. Qu'est-ce que vous voulez? On n'en parle lundi. Et c'est très grave puisque qu'est-ce que nous avons à tromper nos enfants que l'être humain africain est réceptif à cette façon homosexuelle de s'exprimer? Non. En Afrique, on ne s'exprime pas de manière homosexuelle. En Afrique, nous avons encore nos légendes qui sont véritablement comme ces héros. Aucun héros africain ne sera homosexuel dans toute l'humanité. Je le dis parce que je sais que nous avons un intérêt à être des hétérosexuels. André Blaise nous fait retomber dans le côté pervers de cette éducation occidentale. On se souvient quand même, Luc, qui a pratiquement 2 ans, sous d'autres cieux, je vous ai vu traiter de manière acharnée la question d'un programme de classe de 5e où on faisait voir et enseigner aux enfants des pratiques peu orthodoxes. Qu'est-ce que cela traduit? Change. Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? C'est une question finalement qui n'a jamais été répondue en Afrique. Exactement. Il y a l'un de mes aînés un jour qui m'a posé la question. Tu sais qui est intellectuel? Bon, je lui dis, c'est quelqu'un qui a fait des études. Voilà. Il me dit, pour lui, l'intellectuel, c'est
celui qui sait lire, écrire et compter. Je lui dis pourquoi. Il me répond très simplement. Il dit, il prend des cartes, il me dit que celui qui utilise la méthode ne prendra jamais pour vrai ce qui est faux et pour faux ce qui est vrai. Ça veut dire que si je sais lire, écrire et compter, je ne pourrai pas être trompé parce que j'ai déjà lu. Je ne pourrai pas être trompé parce que je sais déjà manipuler la langue. Maintenant, entre ce que je vais lire et qui va entrer dans ma mémoire, il y a un jeu de mots. Et la langue française est d'autant plus subtile qu'elle peut nous intégrer certains éléments à l'intérieur sans qu'on ne s'en rende compte. Il faut être éveillé. Ce qui est différent du système anglo-saxon, parce que la langue anglaise est la plus simple. Direct, c'est direct. Alors qu'en français, il y a plusieurs tournures. Sous-entendu, présupposé. C'est encore très compliqué là-bas et ça se perd. Maintenant, donc, arrivons à votre fameuse question qui me plaît très bien. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Et qu'est-ce qu'on va chercher à l'école? On nous dit pour réussir dans la vie, il faut aller à l'école. Je reviens encore sur le fameux postulat que j'ai. Je prends encore 2 enfants. Ils sont à l'âge de 13 ans. Un à qui on donne 100 000, débrouille-toi à faire un commerce, et l'autre on la voit à l'école. N'est-ce pas? Il deviendra ingénieur, bac plus beaucoup, comme j'aime si bien le dire. L'autre qui est devenu commerçant, il sera multimilliardaire. Mais qui va embaucher qui? Le monsieur milliardaire va embaucher le mec qui a été à l'école. Donc pour moi, je vais répondre à la question de mon oncle, et je lui avais donné raison cette année que l'intellectuel, c'est celui qui sait lire, écrire et compter. Et c'est pour cela qu'on va à l'école. Maintenant, une fois dit, comment est-ce que je fais pour développer l'environnement dans lequel je me trouve? On a des ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils font ces ingénieurs? Je dis encore, qu'est-ce qu'ils font ces ingénieurs? D'où il y a une forte inadéquation entre ce qu'on a appris à l'école, vous avez relevé cela, et le milieu de l'emploi. Je vais à l'école parce qu'il y a un besoin fondamental. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont imposé leur système sans mettre les moyens qui vont avec. Vous savez pourquoi est-ce que nos frères réussissent quand ils sont à l'extérieur? Dites-nous. Parce que le système, il est propice. Le système n'est pas si difficile. En plus, il est adapté aux valeurs. Il est adapté aux valeurs qui sont défendues. Bien sûr. Si je me forme en soudure, c'est parce que j'ai les débouchés qui vont pour aller avec la soudure. Exact. Aujourd'hui, on a 4 ou 5. Comment est-ce que vous ne pouvez pas expliquer que nos autres ont au moins 4 ou 7 licences parmi nos grandes figures emblématiques de l'histoire en Afrique? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle une source de base. Si je sais là où je vais, si je sais qui je suis, je sais là où je vais. L'école coranique, chez les musulmans, et tu le maîtrises si bien, celui qui a été à l'école traditionnelle est plus aguerri à comprendre la méthode occidentale parce qu'elle n'a pas de secret. Je vous explique parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'Égypte et l'égyptologie découverte par Cheikh Anta Diop a été quelque chose de magnifique. On peut vous enseigner les mathématiques sans toutefois vous casser la tête. On peut vous expliquer les théorèmes de Pythagore ou tout simplement par une numérologie. Et tant ici en Afrique, il y en a. Il y a des cercles là-dessus. Maintenant, ce n'est pas vulgarisé parce que on te dira qu'il faut aller à l'école parce que c'est onéreux. C'est un business. Merci infiniment à vous, messieurs. Ça toutefois dit qu'il ne faut pas aller à l'école change. Je n'ai pas dit qu'il faut aller à l'école. Non, ce n'est pas ça le débat. Okay. On vous a très bien compris. Il est plutôt question de proposer aux Africains une école qui soit adaptée aux réalités africaines. On vient de passer la première demi-heure de notre émission. On va respirer juste derrière. On prend la révélation qui sera l'exclusivité de l'une de nos forêts africaines. Tout de suite, révélation. Révélation, c'est cette rubrique qui vous permet de découvrir un aspect du sujet qui pourrait nous échapper ou bien qui nous aurait échappé tout au long du débat ou bien tout au long des années et des siècles. Révélation de ce jour, c'est une exclusivité. Luc Biga. Luc, tout droit, votre caméra. Mohamed Change. Votre caméra. Oui. Si on parle d'éducation aujourd'hui, il faut bien que l'on s'entende sur un principe qui est celui de la langue qu'on va utiliser. En Afrique, on a un problème, du moins. De quoi on voulait nous faire croire qu'on a un problème, en fait, on n'a pas un problème de langue. À l'Union africaine aujourd'hui, s'est posé un grand problème, celui de la langue qu'on va utiliser, la langue qui sera usiette, la langue qui sera parlée par tout le monde et comprise par tout le monde. En Afrique centrale, le problème s'est également posé parce qu'on a certaines similitudes quand on prend le Gabon, quand on prend le Congo et quand on prend le Cameroun. Ces 3 pays ont quand même une similitude de langue quand on parle des femmes.
On regarde aussi au niveau de la grande Afrique de l'Ouest, où certains États se comprennent avec notamment le Wolof, qui est l'une des langues les plus populaires aujourd'hui. Et quand on rentre au Cameroun, il y a quelque chose de fondamental qui a dû se faire pour deux raisons. Aujourd'hui, il y a une grande réflexion sur la langue nationale que l'on pouvait parler au Cameroun. Et ça, c'est une étude qui est récente et elle est en train de travailler là-dessus. Mais on partirait de quel postulat? Il y a l'alphabet Bamoun. Et je vois le sourire de Mohamed Change aujourd'hui. Si le politique avait voulu qu'on utilisât cette langue, c'est qu'aujourd'hui, au moins, ce n'est pas pour coloniser quelqu'un, au moins, c'est une langue que tout le monde parlerait. Pourquoi on a adopté l'anglais? Aujourd'hui, le mandarin est en train d'entrer comme seconde puissance. Et aussi, le russe aussi est en train d'entrer comme seconde langue. Le puissant moyen aujourd'hui de communication, c'est la langue. Et quand on a une langue, on se comprend mieux. Raison pour laquelle l'anglais aujourd'hui dans les échanges du monde est la langue la plus parlée, découlant effectivement de la Deuxième Guerre mondiale qui est devenue la langue de référence dans le monde. Il peut y avoir des déclinaisons parlant de l'argot en anglais, l'argot chez l'anglais parlé par les Américains et ceux parlés par ceux du British. Mais que reste-t-il à l'Afrique aujourd'hui pour pouvoir s'affirmer aujourd'hui? Nous avons une langue d'emprunt comme ici, nous parlons français. Sous d'autres cieux, on parle anglais. C'est forcément des déclinaisons héritées de la colonisation. Bon gré, mal gré, on fera avec. Mais aujourd'hui, il est question pour les Africains, pour s'affirmer véritablement, de se décoloniser, de se décarcasser de ce stigmate qui forcément n'est pas une bonne chose parce qu'elle permet de nous comprendre. Mais on ne peut mieux communiquer quand on a une langue qui nous est propre, qui nous sied. Il n'est pas possible de communiquer tant qu'on n'a pas une langue qui nous sied. C'est ça la révélation qui nous vient de la forêt aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays africains qui, justement, au niveau de la langue, pour aller dans la suite de la révélation, qui semblent hésitants sur la question du choix. C'est vrai quand même qu'il y a des pays qui ont pris de l'avance. C'est le cas du Centrafrique avec le Sango. C'est le cas dont la langue a été institutionnalisée de ce côté. C'est le cas du Wolof qui a une sérieuse quand même avancée du côté du Sénégal. C'est le cas aussi également au Mali, dont le nom de la langue m'échappe un tout petit peu. Je crois que c'est le Mandara. Le Mandara, oui, exactement. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait toujours problème en Afrique? Lorsqu'il faut s'unir autour des causes, lorsqu'il faut s'accorder sur certaines valeurs qui puissent représenter valablement l'Afrique. Oui, il s'agit d'un problème mental. J'aimerais dire sincèrement, les Africains encore ont un second combat, le combat mental. Comment à l'heure des grands ensembles, nous en Afrique, on est encore en train d'avoir une nouvelle monnaie qui vient de sortir le 15 décembre, où on utilise le franc CFA en partie Afrique centrale, l'autre franc CFA en Afrique de l'Ouest et qu'on ne peut même pas utiliser. Donc, la réalité, nous avons un problème mental. Et c'est un combat qu'il va falloir que beaucoup de personnes nous aident à nous décoloniser. Quelqu'un comme Poutine, il a si bien dit que pourquoi un Africain, là, il a ses intérêts. Il préfère aller apprendre les choses des Occidentaux. Parce qu'en réalité, le cliché que Poutine a apporté, et quand on relit encore tout ce qu'il disait sur les Africains, il faut bien que ça nous émancipe. Parce que si ça ne nous émancipe pas, nous allons continuer d'être dans les petites choses et du tibali. Vous voyez dans les lieux indomptables, un footballeur comme Martin, on l'a qui ose dire que chez eux, on n'épouse pas les Bamileke. On aurait peut-être attendu qu'ils disent, après ce qui s'est passé au Niger, où on a vu les militaires français être rapatriés, chassés avec l'ambassadeur, qui disent que chez eux, on n'épouse pas les Françaises parce qu'elles sont avec des enfants qui viennent les coloniser. Ça aurait été mieux? Ça aurait été parfait pour un lion indomptable, pour quelqu'un qui est un fils de la forêt, qui utilise le franc CFA, quelqu'un qui tout de suite là, quand il faut aller prendre le carburant, il est soumis à ce que Emmanuel Macron a décidé. Ça aurait été mieux, parce qu'en réalité son adversaire n'est pas le Bamileke. On fera un débat sur l'idéal mariage en Afrique. Mais c'était peut-être juste pour repérer quelque chose, la mentalité africaine qui malheureusement n'a pas encore progressé. Parce que notre mentalité, au lieu des grands ensembles, parce qu'aujourd'hui le paradigme est clair, hein, allez un peu en Chine, c'est le monde de grands ensembles. Allez le BRICS, les grands ensembles.
Donc, on n'est plus là pour réfléchir. Et pour que tu entres dans cet ensemble, tu dois être compétitif. Il faut justement être compétitif pour aller au carrefour de ces échanges. Luc Biga, vous l'avez bien dit, il est question de commencer par la langue, mais il est surtout question d'y mettre un contenu qui soit adapté aux réalités africaines. Il n'y a pas que la langue, il y a aussi notre culture, il y a aussi notre richesse. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui dans les systèmes africains, les systèmes éducatifs africains par exemple, de former les gens sur... Qu'est-ce que les Africains savent de l'or? Sur cette identité. Qu'est-ce qu'ils savent par exemple de l'or? Qu'est-ce qu'ils savent de la bauxite exactement dans la pratique? Qu'est-ce qui nous empêche de former les gens sur des richesses, sur nous sommes même. sur ce qui est adapté aux réalités africaines? Vous voyez, je veux prendre un peu le modèle chinois, qui après les années 40, on a dit que c'est un État qui est introverti. Donc, il a vécu en autarcie pendant longtemps. Le communisme. Le communisme. Ils ont justement fait ce que la Grande Royale avait dit, l'art de vaincre sans avoir raison. La Chine a envoyé pendant près de 30-50 ans, n'est-ce pas, ses enfants étudier la technologie en Occident et à l'Hexagone. Quand ces enfants sont revenus, ils ont trouvé des solutions qui étaient propres à leurs problèmes spécifiques. C'est ça le rôle de l'école. Et c'est ça justement le rôle de la langue quand on se comprend. Comprenez? Je dis n'importe quoi. Je donne un second exemple. Je dis, la langue ne doit pas être une barrière. Parce que même avec le langage des signes, on se comprend. Même avec les mains, on se comprend. Exactement. Vous comprenez? Lorsque on me dit que aujourd'hui, pour que je me développe, je dois forcément apprendre à parler français, ou si je fais une mauvaise syntaxe, on va se moquer de moi. Voilà, pour faire un débat, on est obligé de Pour faire un débat, je sais que j'ai fait ça en français. Or, justement, c'est nous-mêmes les Africains qui refusons d'avoir un débat sur nos langues, en fait. Vous comprenez? Parce que chacun se dit, il ne veut pas perdre de son brin d'occidental qu'il a. Combien sommes-nous pouvons nous habiller de manière traditionnelle comme? Cela a donc réussi à infléchir notre façon de penser. C'est nous-mêmes qui sommes le problème. Nous sommes responsables de nos propres turpitudes, en fait. Je donne un autre exemple. Nous sommes ici à Deido, n'est-ce pas? Quand le week-end arrive, vous voyez comment est-ce que nos frères Douala qui sont ici, les Deido, les Bonambélé, que tu connais très bien, vous voyez comment ils sont vêtus le week-end en tenue traditionnelle. Ce sont les conservateurs. Justement donc. Et le premier moyen de décomplexement ou de décomplexe, c'est son accoutrement, c'est son être. Il faut s'affirmer, être comme tel. C'est pour cela que Mangabel a lutté. Et c'est pour ça qu'il en est parti. Parce qu'il voulait préserver ce don. Maintenant, revenons au monde occidental, au monde contemporain d'aujourd'hui. Quand la Chine a fini de faire sa révolution en interne, elle n'a pas refusé le modèle occidental, elle l'a adapté, mais elle est restée conservatrice. Elle a adapté. Idem au Japon. Vous pensez que le shintoïsme est parti? Vous pensez que l'hindouisme est parti? Bouddha est parti? Non, Bouddha n'est pas parti. C'est nous qui avons refusé nos crânes. C'est nous qui avons refusé. Justement, parce qu'on se dit qu'on nous a dit que c'est mauvais. Mais les religions aujourd'hui ne sont l'émanation de ce qui se faisait hier en Afrique. Ils n'ont rien créé. Toutes les religions aujourd'hui tirent leur source. Cheikh Anta Diop, c'est un monument. C'est justement cette école qu'il faut enseigner dans nos écoles. Qu'est-ce qui nous empêche, André Blaise, d'enseigner aux enfants la vie dans la forêt? Rubiga le disait il y a un moment. La peur. La peur de décevoir l'Occident. Et c'est malheureux. Parce que quand vous avez peur de décevoir votre bourreau, mais je ne sais pas, vous ne pouvez pas être digne. Il faut décevoir son bourreau. Il faut faire, il faut travestir, il faut briser, il faut détruire ce que le bourreau, puisque ce qu'il fait ne t'émancipe pas, ne t'élève pas. Aucun Français ne peut accepter qu'on détruise tous les monuments des militaires français qui sont ici. Ça va de l'intérêt de l'Africain de plutôt considérer nos militaires qui meurent au nord, ouest, sud-ouest et qui partent même faire une guerre qui ne devrait pas exister parce que c'est une guerre fratricide. On n'a aucun problème d'être anglophone. Personne ne nous connaît en Angleterre. On n'a aucun problème d'être francophone. Personne ne nous connaît en France. Donc réellement, c'est même une affaire qu'on ne devait même jamais appeler guerre. Il s'agit de ça, Mohamed Change, qui à Yaoundé donne l'ordre de prendre l'arme fabriquée par le colon pour aller tuer son frère. Quand nous savons que nous avons l'arbre à palabre. Quand nous savons que nous pouvons nous asseoir et puis dire, voici le gâteau. Nos parents avaient été influencés par les Allemands, les Portugais, au point où on a donné même le nom crevette. Nous avons été influencés par
les Anglais au point où on avait Douala Town. Mais maintenant, nous pouvons nous influencer par nous-mêmes et nous sentir suffisamment frères. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le système éducatif aujourd'hui, Luc Bigot? On va rester sur le débat. Il y aura d'autres débats beaucoup plus spécifiques. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le système éducatif en Afrique aujourd'hui, puisqu'on parle de refondation? C'est la tolérance. Blaise a dit quelque chose de fondamental. On dit on est francophone, on est anglophone. C'est un faux débat. L'Afrique a ce qu'on appelle de la tolérance. L'Afrique, c'est le dialogue. L'Afrique, c'est l'entente. L'Afrique, c'est le berceau de la démocratie. C'est là-bas, par là, il a dit. Oui, c'est la démocratie. Et c'est ça l'éducation. C'est ce que nos grands-parents, c'est ce que nos ancêtres nous ont inculqué. Et je prête un peu ce qui se passe en Afrique de l'Ouest résulte de cette entente et il n'y aura pas de guerre là-bas. Et heureusement pour eux qui ont vite compris que l'arbre à palabre est la seule chose. Continuez. Ouais, mais très rapidement, pour arriver, qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? C'est d'abord dans nos mentalités. L'éducation ne viendra pas dans le fait de codifier des choses. Ça viendra par le fonctionnement, ça viendra par notre état d'être. Comment nous construisons nos domiciles? On a mis les pavés, les dallettes partout dans les maisons. Où est le rôle de la nature? L'Africain a toujours été celui qui préserve l'environnement. Vous savez le rôle de la terre? Nos pieds doivent fouler le sol tout le temps. C'est thérapeutique. Très bien. Dernier mot, André Blaise. Notre génération a intérêt à rapidement se décoloniser pour pouvoir engager la compétitivité dans toutes les autres nations qui est celle de servir et d'apporter des solutions aux problèmes de l'homme. Nous pensons que le leadership en Afrique doit rester et il faut bien que le Panthéon existe. Il faut bien que nous sachions mettre les héros à leur place et que les jeunes enfants puissent regarder ces héros en disant voici celui qui m'inspire d'aller vers telle zone, vers tel endroit, vers telle idéologie, cette idéologie que nous connaissons bien qui est celle de nos parents, l'amour de l'Afrique, l'amour de l'humanité. Dernière rubrique très rapidement en 2 minutes s'il vous plaît, dernière rubrique, arrêt sur image. Luc Biga. Bah, je vois quelqu'un, je vois Tchekamidou Kane. Qu'est-ce qu'il représente? C'est un visionnaire en fait. C'est un visionnaire, c'est justement de ce type de personne, la deuxième personne, ça c'est Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est dans la même lancée. En fait, les manuels scolaires à l'école, c'est qu'on doit remettre dans les manuels scolaires ces livres que ces aînés ont écrits, ces sages ont écrits, qui vont nous représenter vraiment dans cette Afrique aux valeurs universelles et cardinales. Dernière image. Dernière image, oui. Birago Diop. C'est Ampateba? Non, Birago Diop. C'est Birago Diop. Le Sénégalais. Oui. La Renaissance africaine, quand on regarde un peu ce que le Sénégal nous procure comme bien, déjà avec le monument même de la Renaissance, Birago Diop a participé à plusieurs, bref, avec Aimé Césaire dans la négritude, plusieurs œuvres que nous sommes en train de nous réjouir. Mais malheureusement, devant les schémas très rapidement, devant les schémas médicaux que nous sommes en train de subir, il va falloir repenser rapidement une reformulation de l'Afrique parce que ce soit Corona, que ce soit les maladies occidentales qu'on est venu nous introduire, nous aussi nous devons pouvoir inventer des schémas pour pouvoir avancer et contrer nos adversaires idéologiques. Merci infiniment à vous à la maison d'avoir regardé cette émission. C'est la dernière sortie de la semaine de Faits majeurs. Merci monsieur d'avoir répondu présent. Merci mon invitation. C'est toujours un honneur de vous accueillir et de vous recevoir sur le plateau. La nécessaire refondation du système éducatif en Afrique, c'était le sujet qui a permis à Faits majeurs de clôturer la semaine. Bonsoir Dakar. Juste derrière, ne décrochez pas. Ali Dakwetou viendra cette fois et rechausse des crampons pour vous servir l'information occidentale.